La légende du roi Arthur. La légende veut qu'à la mort du Christ, des gouttes de son sang furent recueillies et conservées dans une coupe qu'on appela la coupe du Graal. Tout au long des siècles, nombreux furent ceux qui tentèrent de retrouver cette dernière. En Grande-Bretagne, de preux chevaliers se regroupèrent dans ce but et formèrent l'ordre de la table ronde. Ainsi appelé parce que lors de certaines fêtes, ils se réunissaient autour d'une table ronde. La place d'honneur, qui restait inoccupée, était réservée aux chevaliers de sang royal qui retrouveraient le Graal. Or, un jour, Merlin l'Enchanteur annonça au roi Arthur que le noble chevalier digne d'occuper la place vide apparaîtrait sous son règne. Voici le récit fantastique des aventures du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Uther Pendragon, roi de l'Ogre en Grande-Bretagne, tombe si gravement malade qu'on décide de faire appel à Merlin l'Enchanteur, ce magicien qui, dit-on, connaît le passé et l'avenir. Après avoir examiné le roi, Merlin prononce ces paroles. « Roi Uther, je connais le mal dont tu souffres. C'est ton amour pour la belle princesse Igerne qui te tue. Je peux t'aider, si tu le désires. Mais le prix à payer sera terrible. Tu devras m'abandonner le fils premier-né de ton union avec la princesse. » Le roi, effrayé, interroge Merlin. « Et que feras-tu de l'enfant ? » ?»« J'en ferai un chevalier valeureux et sage, car il est destiné à devenir le plus grand roi de Grande-Bretagne. Mais je ne peux t'en dire plus. » Et le roi ayant prêté serment, Merlin disparaît. Comme par miracle, alors, le roi guérit. Selon les prédictions du magicien, il épouse la princesse Igerne qui attend bientôt un enfant dont la naissance est tenue secrète. Cet enfant, qu'on nomme Arthur, est aussitôt emmené par Merlin chez un de ses amis qui l'élève avec son propre fils, un jeune garçon du nom de Kay. Arthur apprend à monter à cheval, à manier la lance et à se battre à l'épée. Il est heureux. Il ignore la lourde tâche qui l'attend. Les années passent. Le roi Uther se fait vieux. Lorsqu'il sent approcher la mort, il réunit ses chevaliers et leur dit d'une voix affaiblie « L'heure de ma mort a sonné. Mon fils me succédera. Soyez-lui fidèles et obéissez-lui. » Les chevaliers n'en croient pas leurs oreilles. Un fils ? Le roi n'a pas eu de fils. Ils s'approchent pour l'interroger, mais trop tard, le roi est mort. Les chevaliers entrent alors dans de violentes querelles pour s'emparer du trône. Finalement, incapables de se départager, ils vont demander conseil au sage Merlin au cœur de la sombre forêt. Voici ce que leur dit ce dernier. « Nobles chevaliers, dites à l'archevêque de rassembler tous les nobles dans la cathédrale de l'Ogre la veille de Noël. Dieu désignera le nouveau roi par un signe. » Un signe ? Sceptiques, les chevaliers obéissent néanmoins et attendent avec impatience la veille de Noël. Ce soir-là, après la messe de minuit, ils découvrent avec stupeur dans le jardin du couvent une enclume, posée sur un énorme bloc de pierre. Dans l'enclume est plantée une magnifique épée sur laquelle sont gravés ces mots « Celui qui pourra s'emparer de l'épée deviendra roi de Grande-Bretagne. » Les orgueilleux chevaliers aussitôt tentent d'arracher l'épée à l'enclume, en vain. Furieux, ils décident de se venger de cet échec en brillant au tournoi du jour de l'an. Mais une nouvelle surprise les attend ce jour-là.
car Arthur et Kay sont présents au tournoi. L'épée de Kay ayant mystérieusement disparu, son frère adoptif Arthur lui promet de lui en trouver une autre et il galope sur son cheval à la recherche d'une épée. Soudain, en longeant le mur du couvent, que voit-il? La magnifique épée fichée dans l'enclume. Sans réfléchir, il s'approche, saute de son cheval et retire l'épée sans le moindre effort. La nouvelle se répand aussitôt comme une traînée de poudre. Elle ne plaît guère aux nobles qui rêvaient de monter sur le trône. Cependant, ils ont beau se mesurer l'un après l'autre au jeune Arthur, aucun d'entre eux ne parvient à s'emparer de l'épée miraculeuse. Alors, ils se résignent. Et puis, en connaissant mieux Arthur, ils se rendent compte de sa valeur. Aussi, le jour de la Pentecôte, lorsque le jeune homme reçoit la couronne des mains de l'archevêque, la plupart des nobles sont-ils fiers de leur nouveau roi. La plupart, mais pas tous, hélas. Quelques irréductibles qui ne veulent pas de ce roi qu'on leur a imposé vont jusqu'à lever leurs troupes contre lui. Vont-ils vaincre le roi? Peut-être y parviendrait-il s'il n'y avait Merlin l'Enchanteur et ses pouvoirs magiques. Allumant des incendies, déclenchant des tempêtes à volonté, il est partout à la fois et il tire les troupes du roi de tous les mauvais pas. Cependant, le roi est également menacé par les terribles et cruels Saxons. Les pouvoirs de Merlin seront-ils assez forts contre ces guerriers redoutables? L'un des plus acharnés se nomme Rion. À chacune de ses victoires, il oblige le roi vaincu à couper sa barbe et à la lui offrir. Et que fait-il de toutes ces barbes? Il en a doublé son manteau royal. Or, voilà que cet énergumène s'en prend aujourd'hui à Léodagan, un des fidèles compagnons de la table ronde. Dès qu'ils l'apprennent, Arthur et quelques-uns de ses chevaliers galopent à bride abattue jusqu'au château de Léodagan. Hélas, malgré la formidable tempête que Merlin a soufflée, malgré la bravoure d'Arthur et de ses chevaliers, Léodagan est jeté à bas de son cheval et fait prisonnier. Tous les fidèles de Léodagan sont désespérés, à commencer par la belle Guenièvre, sa fille. Quel héros surhumain sera capable de délivrer son père? Qui, sinon Arthur? Averti de la catastrophe par Merlin, il libère Léodagan, tandis que le magicien, se transformant en un terrifiant dragon, crachant le feu, disperse les Saxons. La belle Guenièvre assiste à tous ces hauts faits depuis les hautes murailles du château. Elle a tremblé en voyant Arthur précipiter son cheval contre celui d'un Saxon plus redoutable que tous les autres. Elle l'a vu se relever victorieux. Comme elle l'admire. Elle va faire sa connaissance lors du dîner offert par Léodagan pour remercier les chevaliers. Durant tout le repas, elle ne peut détacher les yeux d'Arthur. À un moment, elle lui tend sa coupe en or et lui dit en souriant « Buvez, noble chevalier. Soyez aussi empressé à table que vous l'avez été au combat, lorsque vous avez sauvé mon père. » Arthur, très ému, lui répond « Gente dame, je voudrais être assez fort et courageux pour mériter votre compagnie. » Alors, Guenièvre, rougissant, « Noble seigneur, vous en êtes 1000 fois digne. » À l'autre bout de la table, Léodagan est en train de dire à un des convives « Si je trouvais un chevalier pour m'aider dans mon combat contre mes ennemis, je lui donnerais bien volontiers ma fille en mariage. Je pense que Guenièvre mérite un chevalier de très noble origine. » En entendant cela, Merlin sourit dans sa grande barbe, car si Léodagan ignore les noms des chevaliers qui lui ont prêté main forte, le magicien sait bien, lui, lequel d'entre eux est assez noble pour épouser Guenièvre. Mais les Saxons ne désarment pas, obligeant Léodagan et les chevaliers à se battre encore et toujours. Un soir, Léodagan réunit les chevaliers et leur dit « Je vous dois ma vie et ma couronne, mais je ne sais qui vous êtes. J'ai promis de ne pas vous demander vos noms, mais nous avons vécu tant de choses ensemble. J'avais espéré qu'à la veille d'un nouveau combat, vous ne me laisseriez plus dans l'incertitude. » Tandis que les chevaliers se regardent, hésitants, Merlin prend la parole. « Sire, vous avez le droit de savoir à qui vous avez offert l'hospitalité. » Et désignant Arthur, il poursuit. « Vous avez eu l'occasion d'apprécier le courage de ce jeune homme. Bien que vous soyez un roi couronné,
Sachez qu'il est d'origine plus noble encore. Mais il n'a pas encore trouvé l'épouse digne de lui. Voilà pourquoi il voyage, espérant rencontrer un roi puissant qui lui donnera sa fille en mariage. Aussitôt, Léodagan s'écrie « Est-il nécessaire de chercher plus longtemps? J'ai la fille la plus belle, la plus charmante et la plus intelligente que la terre ait portée. Si elle vous plaît, je vous la donnerai pour épouse avec joie. Mon royaume constitue sa dot. » Ainsi sont célébrées les fiançailles de Guenièvre et d'Arthur. Au cours de la soirée, Merlin annonce d'une voix forte « Sire, vous ignorez toujours qui est le jeune homme à qui vous avez promis votre fille en mariage. Sachez qu'il est le roi Arthur et le porteur de l'épée miraculeuse. » Aussitôt, les invités laissent exploser leur joie. Le lendemain, Merlin, se transformant à nouveau en dragon crachant du feu, aide les chevaliers à mettre les Saxons en déroute et, après une lutte à mort, Arthur parvient à battre Rion, leur chef, grâce à son épée miraculeuse. Il lui laisse la vie sauve, mais il lui prend son épée et le chasse du royaume. La guerre contre les Saxons n'est pas terminée pour autant. Elle reprend sans cesse, tantôt victorieuse, tantôt perdue. Mais Arthur sait qu'il peut compter sur ses fidèles chevaliers. Il a également près de lui maintenant un homme de confiance, Messire Gauvin. Gauvin est le fils de Lot, un autre roi, beau-frère d'Arthur. C'est un jeune homme intrépide et infatigable. Un jour que les Saxons ont attaqué le château, Lot s'est enfui lâchement, laissant sa femme aux mains des Saxons. C'est Gauvin qui a mis les Saxons en déroute et a délivré sa mère. Arthur a entendu parler du courage de Gauvin. Aussi, lorsque leurs chemins se sont croisés, il l'a félicité pour sa vaillance et lui a demandé de le remplacer lorsqu'il devra s'absenter du royaume. Gauvin, bien sûr, a accepté avec joie d'être l'homme de confiance d'Arthur. Pour sceller leur pacte, Arthur lui a même offert son épée miraculeuse. Mais voici venu le jour du mariage d'Arthur et de Guenièvre. Guenièvre porte une superbe robe, toute scintillante de joyaux. La cérémonie, très émouvante, dure plusieurs heures. Elle est suivie d'un tournoi, après quoi tout le monde rentre se coucher. Mais il y a là, parmi les invités, un nommé Clodalis, qui nourrit une vieille rancune contre Léodagan. Comme sa fille ressemble étonnamment à Guenièvre, Clodalis a l'intention de faire en sorte qu'elle prenne la place de la mariée. Au moyen d'une ruse, on attire cette dernière au dehors et on l'enlève. C'est compté sans Merlin. Il avertit aussitôt les chevaliers qui délivrent Guenièvre et la ramènent au château. L'affaire reste secrète et personne ne saura jamais à quel danger le jeune roi a échappé. Cependant, un autre péril bien plus grand encore menace le bonheur du roi et de la reine. Car le roi Lot, le père de Gauvin, furieux que son fils ait rallié le roi Arthur, un rival, a l'intention de tendre une embuscade aux nouveaux mariés. Ceux-ci s'apprêtent à rentrer à l'Ogre où ils feront une entrée triomphale. Pour cela, ils doivent traverser une épaisse forêt. C'est là que Lot a décidé d'agir. Il a choisi le moment où Gauvin et une partie des troupes sont partis loin devant pour préparer le château, laissant le roi et la reine presque seuls. Le combat entre Lot et Arthur est effroyable. Or, les hommes de Lot sont plus nombreux que ceux d'Arthur. Celui-ci est en fâcheuse posture. Gauvin, cependant, est inquiet. Il précipite les préparatifs et revient au-devant du roi. Il arrive dans la forêt au moment le plus périlleux du duel. Ignorant qui est l'assaillant, car Lot a dissimulé son visage derrière sa visière baissée, il se précipite et brandit son épée miraculeuse en criant « Meurs ou rends-toi !» Mais le roi Lot le supplie « Je ne me battrai pas contre toi, dis-moi ton nom avant que je ne meure, je suis le roi Lot !» Alors Gauvin comprend qu'il a battu son propre père. Il lui dit amer « Je suis Gauvin, le neveu du roi Arthur. Je ne peux plus être ton fils tant que tu ne t'es pas soumis à lui. » Le roi Lot alors balbutie « Sois remercié, mon fils, sois remercié, prends mon épée, je vais me soumettre au roi Arthur. » Et, après avoir ordonné à ses hommes de cesser le combat, il se réconcilie avec le roi Arthur. Maintenant, toute la troupe peut se rendre à l'Ogre pour les festivités en l'honneur du roi et de Guenièvre. La reine est si belle et si généreuse qu'elle gagne tous les cœurs. Elle distribue une grande partie des trésors d'Arthur aux malheureux, montrant ainsi que le roi sera un roi digne et bon.
Arthur aurait-il pu rêver meilleure épouse? Au milieu du mois d'août, lors des fêtes de l'Assomption, le roi donne sa première fête avec la reine. Après une imposante cérémonie à la cathédrale, les chevaliers sont reçus dans la salle des fêtes. D'immenses tables sont dressées, sur lesquelles étincelle la vaisselle d'or et d'argent. Vers la fin du repas, le roi se lève pour remercier les invités de leur fidélité et de leur courage. Puis il dit « Écoutez, gentilshommes, ce que j'ai décidé. J'ai promis à Dieu de rester sobre lors de toutes les fêtes religieuses jusqu'à ce que l'on m'annonce une noble action à accomplir. » Les chevaliers de la table ronde applaudissent et promettent. Nous combattrons l'injustice et défendrons quiconque demandera protection à la cour. Puis ils prêtent serment. Et Gauvin leur demande de jurer fidélité à la reine avant d'ajouter « Nous protégerons tous ceux qui lui demanderont assistance, même si pour cela nous devons nous rendre jusqu'au bout de la terre. Si nous restons sans nouvelles de l'un d'entre nous pendant plus d'1 mois, un autre chevalier partira à sa recherche. Il n'y mettra pas fin avant 1 année révolue. Ce n'est qu'à ce moment qu'il reviendra pour nous raconter ses aventures. Il ne mettra aucun détail, qu'il lui fasse honneur ou qu'il lui fasse honte. » À partir de ce moment, les chevaliers de Gauvin ne cesseront de parcourir le pays, mettant leur fougue et leur intrépidité au service des opprimés. Ils vont ainsi croiser la route de nombreux ennemis, et les pires ne seront pas toujours les guerriers saxons. Arthur, un jour, traverse une forêt dans laquelle se trouve un magnifique château. Il ignore qu'il appartient à la magicienne Anure et que cette dernière trouve le jeune roi si beau qu'elle décide de le garder à jamais prisonnier. Elle use donc d'un sortilège pour faire trébucher son cheval et envoie ses serviteurs aider Arthur et le conduire au château. Tandis qu'elle lui fait visiter son domaine, il se rend compte soudain avec effroi que le château est entouré d'une triple enceinte et que la forêt alentour a disparu. Pris d'une inspiration subite, il brandit son épée comme s'il s'agissait d'un crucifix, ce qui lui permet d'échapper de justesse au sortilège de la magicienne. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant, car tandis qu'il traverse la sombre forêt, se dresse soudain devant lui un gigantesque chevalier noir qui hurle « Arrête! Personne ne passe ici sans se battre contre moi. » Aussitôt, Arthur tire son épée. Le combat est sans merci. La forêt retentit de coups et des étincelles jaillissent du métal. Mais soudain, l'épée d'Arthur se brise et le géant hurle encore plus fort. « Rends-toi ou je te tue !» Arthur crie à son tour. « Jamais !» À ce moment, Merlin apparaît brusquement et plonge le géant dans un profond sommeil. Arthur est sauvé. Mais quelle humiliation! Il n'a plus d'épée. Alors, Merlin l'emmène jusqu'à un lac aux eaux cristallines, à la lisière du bois, et lui dit « Au fond de ce lac s'élève le palais de la dame du lac. Comme moi, elle possède un pouvoir qu'elle n'utilise que pour faire le bien. Si je le lui demande, elle t'offrira une nouvelle épée. » Merlin, alors, entonne une étrange chanson, et soudain, apparaît au-dessus de l'eau une main qui tient une magnifique épée avec une poignée d'or que le magicien offre à Arthur. Mais revenons à ce féroce Saxon, Rion, qu'Arthur a chassé de son royaume après un combat mémorable. Il est bien décidé à laver cet affront. Un soir de fête, tandis que le roi et ses amis festoient au château, arrive soudain un messager qui s'avance vers le roi et lui tend ce message. « Moi, roi Rion, fais savoir par la présente que j'ai dressé mes tentes en compagnie de 9 rois qui m'ont abandonné leur barbe. J'en ai doublé mon manteau écarlate. Il ne me manque plus que la ceinture. Roi Arthur, j'exige ta barbe dans ce but. Je te conseille de me l'envoyer et de devenir mon allié. Sinon, j'envahirai ton royaume. » Arthur, profondément indigné, déclare au messager « Dis à ton seigneur qu'il n'aura jamais ma barbe. » La bataille contre Rion est donc inévitable. Elle sera une des plus terribles qu'on ait jamais vues. Malgré l'énergie que déploient les chevaliers, leur victoire est très incertaine. Merlin a beau souffler des flammes de soufre et des fumées mortelles sur le camp ennemi,
les deux armées semblent aussi invincibles l'une que l'autre. Alors, Rion propose un duel. Les deux rois se jettent l'un sur l'autre avec une violence inouïe. Les lances et les boucliers se fendent. Les pierres précieuses, serties dans leur aume, volent de toutes parts, jetant des étincelles. Le sang coule des armures. Enfin, soulevant sa terrible épée des deux mains, Arthur la laisse tomber sur la tête de Rion dans un fracas épouvantable. Puis il la pointe sur la poitrine du géant en criant « Rends-toi ou meurs !» Rion, qui est un brave, refuse de se rendre. Arthur l'achève et l'armée de son ennemi s'enfuit à toute vitesse. C'est une bien étrange aventure qui arrive à Calogrenant, l'un des chevaliers de la Table Ronde. Traversant la forêt de Brocéliande, il voit soudain apparaître un monstre farouche, mi-homme, mi-animal, qui lui demande ce qu'il cherche. Comme Calogrenant lui explique qu'il est un chevalier en quête d'aventure, le monstre réplique « Inutile d'aller plus loin, va droit devant toi. Tu arriveras devant une fontaine à l'ombre d'un arbre gigantesque. À côté, tu trouveras une pierre sur laquelle tu jetteras un peu d'eau de la fontaine. Alors se lèvera une tempête si violente qu'il te faudra beaucoup de chance pour t'en sortir indemne. » Calogrenant, curieux de voir ce prodige, se rend donc à la fontaine et fait ce que lui a recommandé le monstre. Une terrible tempête éclate aussitôt, au sein de laquelle surgit un cheval terrifiant, monté par un gigantesque cavalier qui se jette sur Calogrenant, fend sa lance et tue son cheval. À son retour à l'ogre, Calogrenant raconte cette aventure au chevalier du roi Arthur. Tous n'ont alors qu'un désir, aller voir de plus près cette fontaine fantastique. Mais Ivanhoé, un cousin de Calogrenant, décide en lui-même de se rendre avant les autres, en forêt de Brocéliande, afin de venger son cousin. Le voilà donc à son tour, auprès de la fontaine. Comme Calogrenant, il déchaîne une effroyable tempête et voit surgir un redoutable cavalier. Mais, contrairement à son cousin, Ivanhoé parvient à mettre le cavalier en fuite. Il le poursuit au triple galop, mais voilà que le cavalier se faufile à l'intérieur d'un château par une petite porte dérobée. Ivanhoé pousse son cheval, se glisse lui aussi par la porte, le cœur battant. C'est alors qu'une trappe s'abat sur son cheval et le décapite. Voilà Ivanhoé par terre, dans la poussière, et prisonnier. Apparaît alors une jeune fille. Elle lui donne une bague capable de le rendre invisible. Puis, elle le conduit dans une grande salle où il peut se reposer un peu après cet épuisant combat. Quelques minutes plus tard, des gardes apparaissent et fouillent la pièce à la recherche de l'homme qui a battu leur maître. En vain, bien sûr, puisqu'Ivanhoé est aussi invisible qu'un fantôme. Cependant, lorsqu'il aperçoit la femme du chevalier qui l'a tué, il s'empresse d'ôter la bague pour se rendre visible. Car la dame est si belle qu'il en est immédiatement tombé amoureux. Il parvient à la convaincre qu'il n'a tué le chevalier que pour se défendre et qu'elle a besoin de lui pour protéger le château et la fontaine. Finalement, elle se laisse persuader et accepte même de l'épouser. La malheureuse ignore les grands malheurs qui l'attendent. Car pendant ce temps, les chevaliers d'Arthur sont arrivés à leur tour auprès de la fontaine enchantée. Ils déclenchent la tempête et un mystérieux chevalier apparaît qui n'est autre qu'Ivanhoé, le nouveau chevalier de la fontaine. Ivanhoé fait connaître son identité à ses amis et les accueille solennellement au château où les réjouissances durent plusieurs jours. Au moment du départ, les chevaliers parviennent à convaincre Ivanhoé de repartir avec eux. Sa femme accepte en y mettant une seule condition, qu'il soit de retour avant 1 an. Hélas, Ivanhoé est si heureux de retrouver ses amis qu'il laisse passer la date fatidique. Et soudain, au beau milieu d'un repas de fête, une jeune fille, montée sur un cheval noir, apparaît. Elle déclare devant toute l'assistance « Ivanhoé est un traître qui a trompé ma maîtresse.
Elle m'envoie pour lui dire qu'elle ne veut plus jamais revoir ce chevalier menteur. Fou de chagrin, Ivanhoé s'enfuit dans la forêt. Il déchire ses vêtements et erre comme une âme en peine, ayant totalement perdu mémoire et raison. Après des semaines d'errance, enfin, il voit une grande fontaine à l'ombre d'un arbre gigantesque. Immédiatement, tous ses souvenirs reviennent. Il se rappelle avec désespoir la femme qui l'a trahi. Que doit-il faire pour regagner sa confiance? Se comporter en noble chevalier? Sans doute. Mais cela suffira-t-il? En tout cas, Ivanhoé n'a peur de rien. Un jour, il sauve la vie à un lion, et l'animal devient immédiatement et définitivement son ami, le suivant dans toutes ses aventures. Tout le monde, désormais, vante le courage de celui qu'on appelle le chevalier au lion. À quelque temps de là, venant à passer en forêt de Brocéliande, il déchaîne la tempête en versant de l'eau sur la fameuse pierre. Sa chère épouse, qui demeure toujours au château de la Fontaine, terrifiée par la violence de l'ouragan, envoie aussitôt chercher le chevalier au lion, cet homme invincible dont on parle de tous côtés. Il est le seul à pouvoir la sauver. Tandis que la tempête fait rage, des coups sourds retentissent à la lourde porte du château. La porte s'ouvre, livrant passage au chevalier au lion. Et les deux époux, qui se reconnaissent au premier regard, tombent dans les bras l'un de l'autre. Ainsi se terminent les épreuves de Messire Ivanhoé. Merlin l'Enchanteur lui-même n'est pas à l'abri du danger. Ses dons de magicien lui ont révélé l'existence d'une jeune fille très belle qui vit en forêt de Brioc, en Bretagne, de l'autre côté de la mer. Merlin s'y rend donc. Dès que ses regards croisent ceux de la jeune fille, il sait, car Merlin sait tout, qu'il deviendra son prisonnier. Pourtant, il ne s'enfuit pas. La jeune fille le salue et lui dit aimablement « Celle qui connaît le secret de toutes les pensées vous protégera de tous les dangers. » Merlin lui répond en souriant « Je vous remercie. Mais moi-même, je peux soulever dans les airs un château assiégé rempli de chevaliers ou marcher dans l'eau sans me mouiller. » Admirative, la jeune fille s'exclame « En voilà des merveilles. Oh, s'il vous plaît, apprenez-moi quelques-uns de ces tours et je serai votre fidèle ami pour le restant de vos jours. » Merlin se laisse fléchir et lui enseigne quelques tours. Plusieurs fois, il revoit la jeune fille, qui s'appelle Viviane, et, de jour en jour plus amoureux d'elle, il lui révèle la plupart de ses secrets. Un jour, il la trouve en larmes. Elle lui dit d'une voix tremblante « Tu ne m'aimes plus. Si tu m'aimais, tu m'apprendrais ce dernier tour que j'aimerais tant connaître. » Merlin soupire. De quel tour s'agit-il ? Celui qui permet de garder quelqu'un prisonnier pour toujours, sans mur et sans chaîne. Vaincu, Merlin murmure « Je vois bien que tu veux faire de moi ton esclave. Mais mon amour pour toi est si grand que je ne peux rien te refuser. » Puis, lui ayant révélé son dernier secret, il tombe dans un profond sommeil. Alors, Viviane trace un cercle magique autour de lui et, lorsque Merlin s'éveille, il comprend qu'il est son prisonnier à jamais. C'est ce qu'il explique un jour à Messire Gauvin, venu jusqu'en forêt de Brioc pour tenter de délivrer l'enchanteur. « Nul ne me verra plus jamais, sauf celle qui me retient prisonnière ici, derrière un mur invisible. » Stupéfait, Gauvin se lamente. « Ces paroles me rendent malade de chagrin. Comment annoncer cela au roi Arthur qui vous aime tellement ?» Le magicien soupire. « À chacun sa destinée. Nous ne nous reverrons jamais. Quittez cette forêt et n'y revenez pas. Adieu, fidèle Gauvin. Plus personne, jamais, ne reverra Merlin l'Enchanteur. » Un soir de Noël, un étrange chevalier apparaît à la cour du roi Arthur. Il est vert de la tête aux pieds et son cheval lui-même est vert. Il prononce d'une voix forte « Je cherche un preux chevalier qui ait le courage de s'opposer à moi.
Si je le trouve, je le laisserai frapper le premier. Je lui rendrai son coup après qu'une année soit écoulée. » Dans un silence de mort, messire Gauvin se lève. Tout le monde sort donc dans la cour du château. Le chevalier vert tend sa hache à Gauvin, qui lui porte aussitôt un coup d'une violence si terrible que la tête du chevalier tombe par terre. Ce qui se passe ensuite dépasse tous les prodiges. Le chevalier vert se baisse, ramasse sa tête et la montre à la foule. Puis les yeux s'ouvrent et la bouche dit: « Dans 1 an, messire Gauvin, je vous attends à la chapelle verte pour vous rendre votre coup. » Et le chevalier saute en selle, tenant toujours sa tête sous son bras. Un an après, tandis qu'il erre à la recherche de la chapelle verte, Gauvin demande son chemin aux portes d'un château. Le châtelain, aussitôt, lui offre l'hospitalité en lui disant: « La chapelle verte se trouve tout près d'ici. Vous avez donc le temps de vous reposer un peu. Voici ce que je vous propose. Demain matin, je partirai chasser. Lorsque je reviendrai, je vous offrirai mon butin et vous me ferez cadeau de tout ce qu'on vous aura donné dans ce château. » Gauvin accepte. Lorsque le moment est venu pour lui de quitter le château, la châtelaine lui offre en cadeau d'adieu une ceinture verte qui, dit-elle, rend invulnérable celui qui la porte. Gauvin, pensant au combat qui l'attend, la remercie avec effusion. Et lorsque le châtelain lui offre le renard qu'il a tué, il se garde bien de parler de la ceinture. Seulement une surprise l'attend à la fontaine. Le chevalier vert n'est autre que le châtelain qui l'a si bien reçu. Le combat s'engage. Lorsque le chevalier vert brandit sa terrible hache, Gauvin connaît un instant d'effroi, puis il se rappelle la ceinture. Il n'a rien à redouter. Et en effet, lorsque la hache s'abat en sifflant sur son cou, il s'en tire sans une égratignure. Le chevalier vert lui dit alors: « Vous souvenez-vous de notre accord ? Pourquoi avez-vous dissimulé la ceinture verte au lieu de me la remettre, comme je vous ai offert le renard que j'ai tué ? Vous n'avez pas tenu parole. » Alors Gauvin se lamente. « J'ai trompé mon hôte, j'ai perdu mon honneur de chevalier. » Mais le chevalier vert lui dit en riant: « Vous reconnaissez si honnêtement vos fautes que je vous pardonne, messire Gauvin. » Une fois rentré à l'ogre, Gauvin raconte sa peur et sa honte. Cependant, parce qu'il a fait preuve de courage et de franchise, il obtient l'acquittement du roi Arthur. Un des chevaliers les plus fidèles à la reine Guenièvre se nomme Lancelot. Le jour où la reine est enlevée par un roi cruel qui s'appelle Méléagant, l'impétueux Lancelot vole aussitôt à son secours, prêt à risquer sa vie. Après bien des épreuves et des combats, il parvient enfin au pont qui mène à l'endroit où la reine est emprisonnée. C'est un étroit pont de métal qui enjambe un cours d'eau bouillonnant. Aussi affûté que la lame d'une épée scintillante, aussi long que 2 lames, il porte le nom de pont de l'épée. Lancelot ne s'arrête pas devant un tel obstacle. Prenant appui sur les genoux, les mains et les pieds, il franchit le pont sans prendre garde aux blessures que lui inflige la lame et parvient ainsi au donjon où demeure l'intraitable Méléagant. Celui-ci décide aussitôt d'affronter Lancelot en un combat sans merci. Ah, s'il connaissait la bravoure de Lancelot, il ne serait pas si fanfaron. Malgré ses blessures, Lancelot le bat à plate couture. Il lui épargne cependant la vie et prend le chemin du château en vainqueur pour libérer la reine. Mais Méléagant est mauvais perdant. Il exige qu'un autre duel l'oppose à Lancelot dans l'année qui suit. Et comme il est également mauvais joueur, il fait aussitôt enlever Lancelot et le jette dans un cachot où il compte le garder jusqu'au jour du duel. Heureusement, Lancelot parvient à s'évader avec la complicité d'une femme à qui il promet de revenir à temps pour le duel avec Méléagant. Il regagne la cour du roi Arthur où il arrive au beau milieu d'un tournoi qu'a organisé le roi en l'honneur de la reine Guenièvre. Sans une hésitation, il baisse la visière de son aume et se précipite avec ardeur sur le lieu du tournoi. L'un après l'autre, il jette tous ses adversaires à terre. Tous tremblent de peur lorsque c'est leur tour d'affronter le chevalier inconnu. Quant aux damoiselles, elles rêvent toutes de l'avoir à leur côté. En vain, hélas. Car, à peine le tournoi terminé, le mystérieux chevalier disparaît comme par enchantement. Lancelot, tenant parole, est retourné au château
de Méléagant. Cette fois encore, il bat son ennemi. Et cette fois, il met fin définitivement à la vie de cet homme cruel. Un autre encore des chevaliers du roi Arthur a pour nom Perceval. Sa mère, qui est veuve, l'a élevé en espérant qu'il n'entendrait jamais parler de chevalerie, car c'est dans un combat de chevalerie qu'elle a perdu son mari. Cependant, bon sang ne saurait mentir, Perceval, un jour, rencontre un homme qui accepte de lui apprendre les règles de la chevalerie et l'art de combattre honnêtement. Un soir qu'il est reçu par un vieux roi, il assiste au cours du dîner à une scène étrange. Une damoiselle passe devant lui, tenant une coupe d'or ornée de pierres précieuses qui étincellent avec tellement d'intensité qu'elles éclipsent la lumière des chandelles. Perceval, troublé, n'ose demander ce que cela signifie. Il obtiendra pourtant la réponse à sa question. Le lendemain, après avoir quitté le château, il rencontre une jeune fille qui lui demande « Seriez-vous par hasard allé au château du roi pêcheur ?» Perceval lui décrit le château d'où il vient et l'homme qu'il y a reçu. Alors la jeune fille s'exclame « C'est bien lui !» Il a été blessé lors d'un combat et depuis, il ne peut se tenir debout. Parfois, il se fait porter dans un bateau et il pêche. C'est pourquoi on le nomme le roi pêcheur. Mais dites-moi, avez-vous vu le Saint Graal ? Perceval répond « Je ne sais, mais j'ai effectivement vu une coupe plus étincelante que le soleil. Je n'ai pas osé demander d'explication. C'était bien le Saint Graal. Si vous aviez posé la question qui vous brûlait les lèvres, le roi aurait immédiatement été guéri et il aurait retrouvé la souveraineté sur son peuple qu'il a perdu en commettant une faute grave. » Stupéfait, Perceval se remet en selle et s'enfonce dans la forêt, plein de regrets. De ce jour, il accomplit un grand nombre d'actes héroïques. Tout le pays retentit bientôt du bruit de ses exploits, mais Perceval n'en a cure. Il n'a de cesse d'avoir retrouvé le Saint Graal. 5 années durant, il va errer à travers la Grande-Bretagne, en vain. Sans doute, l'honneur de retrouver le Saint Graal est-il réservé à un autre. Un jour, bien des années plus tard, au moment où les chevaliers s'apprêtent à s'asseoir à la table ronde, entre dans la salle un vénérable vieillard et un jeune chevalier. S'adressant au roi, le vieillard explique que le jeune chevalier est le prince Galahad qui a trouvé le Saint Graal. Puis il conduit le jeune homme à la place restée vide, celle qui est réservée aux chevaliers dignes de retrouver le Saint Graal. Sur cette chaise, Merlin avait autrefois gravé les mots « siège dangereux ». Or, aujourd'hui, l'inscription qui apparaît en lettres d'or sur la chaise dit « Ceci est le siège du noble prince Galahad ». Tandis que le jeune homme prend place, le vieillard disparaît. Au même moment, à la grande stupeur des chevaliers, un terrible grondement se fait entendre, et une lumière plus pure que celle du soleil où flotte le Saint Graal pénètre dans la pièce. Puis, la coupe disparaît dans un nuage doré, tandis que la lumière surnaturelle demeure dans la salle. Alors le roi Arthur se lève et remercie Dieu du grand honneur qu'il leur a fait. Puis, à la suite de Gauvin, tous les chevaliers font serment de partir immédiatement à la recherche du Saint Graal. Le roi est triste, soudain. Il dit à ses amis « Mes seigneurs, j'ai le pressentiment que nous ne nous réunirons plus jamais dans cette salle. » Le roi a raison. Plus rien, jamais, ne sera comme avant. À la suite d'une fausse accusation contre la reine Guenièvre, des conflits terribles vont opposer le roi, Gauvin et Lancelot. Mortellement blessé dans un combat, le roi mourant remet son épée à un chevalier en lui ordonnant « Prenez mon épée et jetez-la dans le lac, le plus loin possible. » Le chevalier obéit. Étrangement, lorsque l'épée plonge dans l'eau, on n'entend aucun bruit.
aucune vague ne se forme. Puis soudain, un bras surgit au-dessus de l'eau, saisit l'épée et la fait tourner 3 fois avant de disparaître dans les profondeurs mystérieuses du lac. Alors, apparaît une barque qui se dirige en silence vers la rive. 3 gentes dames en descendent. Elles viennent chercher le roi mourant et le transportent dans la barque qui disparaît bientôt dans le crépuscule.